travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. À présent, la virgule littéraire, le prix de nos valeurs, sous-titre « Quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels ». Hervé Akam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à Romuald, bonsoir aussi à toute l'équipe technique qui s'occupe un peu de cette émission. Je leur dis bonjour et très bonne nuit. D'abord sur l'opportunité ou alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce livre pour aujourd'hui? Alors, je vais d'abord dire merci à mon fils, Hugues, que j'appelle très affectueusement Ndolé Malavé, grâce à qui ce livre, on a pu recevoir ces livres-là. Et je suis un garçon vraiment de la diaspora qui aime beaucoup l'émission. À chaque fois que l'émission passe, et toujours il m'appelle pour demander des nouvelles. Alors, pourquoi j'ai choisi un peu ce livre? Parce que je crois que c'est un livre un peu qui débrouille ou qui décrypte un peu les concepts nouveaux. Et ce concept aujourd'hui, on l'appelle l'économie comportementale. Là, c'est un nouveau concept là, qui est né un peu il n'y a pas si longtemps, là, moins de 5 ans, dans les universités américaines, vous savez, où c'est un nid, c'est une niche, effectivement, où on développe souvent certains concepts qui sont souvent nouveaux ailleurs, qui, lorsqu'ils voyagent, les autres s'en approprient. Et enfin, on thème. Alors, l'économie comportementale, c'était quoi? Vous savez, il n'y a pas si longtemps, à l'époque, quand on parlait un peu d'économie, non seulement on parlait d'économie, on parlait beaucoup de finance, c'est-à-dire d'économie mathématisée. C'était ça. Or, vous savez, quand vous faites l'économie mathématisée, ça vous donne des conclusions complètement définitives. C'est comme la physique des particules, où on dit, c'est comme ça, et c'est comme ça. C'est une équation. Et ensuite, vous avez aussi cette manière de faire l'économie, qui était l'économie générale, qui dépend souvent, qui en réalité sont des théories. Quand on lit un peu Keynes, Friedman, Glucksmann, etc., c'est des théories qu'il faut corriger à un certain moment, parce que effectivement tout ce qui a été prévu ne peut pas donner. Par exemple, quand vous parlez un peu de croissance, on peut vous dire la croissance au Cameroun ce sera 6%, après on se rend compte c'est 2%, donc souvent c'est pas souvent ça tombe pas, ces prévisions ne coïncident pas souvent avec la réalité. Et alors, donc, vous voyez, à un certain moment, on pensait que l'économie, c'était quoi? Il fallait compter les nombres de chômeurs. Il fallait aussi compter les nombres. Le PIB, c'était plus important que tout. Alors, voilà, il y a un concept qui naît, il dit, moi, je pense que l'économie, l'auteur, je pense que l'économie comportementale est plus importante. Pourquoi? Parce que ça permet de corriger des erreurs. Et ça permet aussi d'appréhender un phénomène nouveau qui est celui de ce qu'on appelle un peu les préférences économico-morales. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez à faire un choix moral, bien entendu, et alors il pose la question, est-ce que ces préférences-là ont un coût? Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a pensé, vous savez, les gens qui font dans le marketing, par exemple, quand vous êtes, quand on envoie des jeunes gens là qui sont dans des écoles de commerce, on les envoie dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font? On leur dit, vous allez faire un sondage. Oui, pour voir effectivement les préférences, voilà. les produits, exactement, voilà. Alors lui, il pense comme Bourdieu, qui dit à la fin, en fin de compte, les sondages, c'est du mythe, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Ce qui compte un peu, c'est les préférences des gens. Quand vous comptez individuellement, on dit tel préfère le parfum. On parlait de parfum tout à l'heure, tel préfère telle chose. Ça, en ce moment, il faut tenir compte de ces préférences-là pour effectivement faire ce qu'on appelle un peu
voir un peu l'imbrication entre les politiques publiques, effectivement, et les intentions des gens, les préférences des gens. Oui. Parce que pendant longtemps, on a eu l'impression que la plupart des économistes là ne tenaient pas compte un peu des populations, etc. Parce qu'ils avaient leurs intérêts, c'est-à-dire, comme ils sont souvent des consultants dans les banques, auprès des investisseurs, auprès des entreprises, alors ils tiennent souvent compte des prises de vue, des prises de position des investisseurs, sans tenir compte un peu des prises de position, effectivement, des gens qui ont déjà des préférences qui font des choix sur des choses bien précises. Notamment. Est-ce qu'on peut dire que finalement cette nouvelle discipline vient un peu comme pour remplacer les sondages? Bien entendu, oui, parce que qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'effectivement, les sondages, comme le pense Bourdieu, il faut en finir avec les sondages. Parce que, généralement, on pose des questions des gens qui, on croit, effectivement, que ces gens savent tout, c'est-à-dire ceux qui sont interviewés, là, pendant les sondages. Et que ils vont répondre du tic au tac, alors qu'en réalité, ces gens ne savent rien, puisque souvent, leur liberté est souvent manipulée, quand on regarde très bien. Et ou même dire, parce qu'il utilise bien des termes en parlant de liberté. Vous savez, il y a deux types de liberté. Les libertés intrinsèques, où effectivement, la liberté est une valeur en soi. C'est-à-dire c'est vous, parce que vous êtes autonome, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il y a cette liberté, ce qu'on appelle, il appelle la liberté instrumentale. Effectivement, où on oriente vos choix. Effectivement. Et on vous dit, bon voilà, c'est ce qu'il faut prendre, effectivement, parce que c'est dans le libre-échange, c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans la consommation de masse, c'est cette liberté instrumentale qui court un peu partout dans les discours des économistes, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'économie comportementale veut corriger un peu ces erreurs, en réalité. Parce qu'il est question ici de ne pas tomber dans l'irrationnel, parce que souvent on tombe dans l'irrationnel. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on peut prévoir une croissance de 10%, à la fin, si c'est 2-3%, c'est dans l'irrationnel que l'économie du comportement, effectivement, s'oriente. Raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut de plus en plus encourager nos chercheurs à lancer ce type de thème. C'est la raison pour laquelle on le fait ici, pour qu'effectivement des gens prennent en compte ce type de réflexion, pour porter ces réflexions à l'université, dans les think tanks, etc., parce que ça permet effectivement de voir un peu clair, un peu dans ce que c'est que l'économie aujourd'hui. Donc vous demandez en quelque sorte d'emboîter le pas, aussi bien Augustin Landier qu'à David Esmar, qui sont quand même des chercheurs. Bien entendu, des très grands chercheurs, puisque quand on regarde un peu tous les... Parce qu'ils ont pris en compte un peu tout ce qu'on a pu dire un peu sur l'économie, que ce soit Keynes, que ce soit Adam Smith, etc. Par exemple, sur la rente. Quand on regarde la rente, vous savez, la rente, c'était quoi? C'était à l'époque, quand on regarde un peu la manière dont la monarchie fonctionnait à l'époque, c'est-à-dire les royaumes, ils fonctionnaient comment? C'est-à-dire vous avez des gens qui, par la naissance, avaient des maisons, avaient des privilèges. Alors, donc, il y a des gens qui pensent qu'à un certain moment, il a fallu abolir ces privilèges-là, au nom un peu de l'égalité. Or, il y a des chercheurs, effectivement, bien entendu, comme Durkheim, qui dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est de folie? Comment on va supprimer les rentes? Vous savez, au Cameroun, depuis quelque temps, on demande aux gens qui sont propriétaires des maisons, etc. C'est-à-dire une maison à laquelle vous êtes attaché. C'est-à-dire c'est le sentiment que l'on veut taxer. Alors, il y a des gens qui disent, mais attention, on ne peut pas taxer un sentiment, ce n'est pas possible. Alors, vous avez d'autres... ces gens-là, comme Durkheim, qui disaient, mais attention, ça tue le tissu social. Parce qu'on ne peut pas supprimer la rente de manière aussi arbitraire comme on le fait en Europe. D'abord, déjà en Europe, on est en train de revenir un peu sur ce point-là, puisque les successions, etc., sont en train d'être baissées, parce que les gens pensent que quand vous avez 30 ans, par exemple, et que vous êtes successeur, ou bien que vous avez bâti quelque chose, à 60 ans, vous êtes toujours successeur, et vous êtes toujours aussi propriétaire. Donc, pourquoi taxer les gens à partir de 60 ans? Parce que on veut effectivement taxer la propriété. Donc, voilà, donc ces types de questions dont les économistes se sont posés pendant longtemps, très longtemps, et qui a été tranchée, la question a été tranchée avec, que ce soit Keynes, que ce soit Stratman, Smith,
Ils ont tranché sur la question, mais malheureusement, ces questions reviennent tout le temps parce qu'on est dans ce qu'on appelle un peu les conflits d'intérêts entre les intellectuels qui travaillent pour des firmes, qui travaillent pour des banques, qui travaillent pour des think tanks, etc., qui orientent effectivement la réflexion vers la taxe, etc. Oui. Est-ce que pour l'Afrique spécifiquement, le cas du Cameroun, on pourrait non seulement s'inspirer, mais est-ce que ça pourrait être un baromètre d'évaluation des préférences? Oui, puisque en réalité, on peut utiliser un peu cette réflexion-là et l'appliquer par exemple au Cameroun, notamment sur des problèmes qui sont liés au protectionnisme, à l'identité protectionniste, parce que le terme on parle souvent. Qu'est-ce qui parle? Vous savez, il y a un parti politique qui aime beaucoup parler de l'identité, etc. Alors, vous savez, en Europe, il y a trois types de définitions d'identité. Une identité de gauche, une identité de droite et puis une identité universaliste. L'identité de gauche, c'est quoi? C'est de dire, bon voilà, c'est le repli vers soi, en rejetant les autres. C'est ça. Et l'identité de droite, c'est de dire, bon voilà, vous voulez le séparatisme, vous voulez plus qu'on soit ensemble, et vous voulez le sécessionnisme. C'est ça l'identité aussi. Et puis vous avez une troisième identité qui est celle d'un chercheur et penseur ghanéen qui a vécu longtemps aux États-Unis, qu'on appelle Appiah, Anthony Appiah, qui dit, voilà l'identité chez moi, parce qu'il a vécu au Ghana, il a vécu aux États-Unis, il a vécu à Londres. Il dit, c'est tous ces parcours-là qui forment un peu mon identité. Donc, il ne peut pas s'en séparer. Et donc, quand on regarde un peu son parcours, celui des Ghanéens, là, en réalité, ça concerne aussi l'Afrique. On a tous ces parcours-là, toutes ces affinités-là qui partent de l'Europe, qui reviennent au Cameroun, qui transcendent même souvent certaines frontières. Parce que quand on regarde très bien, l'Afrique a beaucoup voyagé à travers les gens qui nous ont colonisés, les gens qui sont partis, qui sont revenus, etc. Donc c'est ça transcende un peu des frontières. Et l'exemple de ce chercheur ghanéen qui s'appelle Anthony Appiah, l'Afrique se reconnaît un peu dans ce personnage-là. Vous avez des trajectoires et des identités qu'il faut protéger. Et c'est ça d'où il en vient en disant, voilà, on a une sorte de patrimoine culturel qui est plus important que le profit que les Européens veulent introduire en Afrique en pensant que c'est le profit à partir du moment où vous travaillez. Vous avez un revenu. Ils disent, bon, ça c'est ce qu'on appelle, ils appellent un peu ces revenus, une fonction utilitariste. Or, ils disent que lui, l'auteur, pense que on peut aussi, le travail bien fait, par exemple, quand on regarde un peu le travail fait par le révérend pasteur Bissaï, c'est un travail, vous savez, on reconnaît la qualité du travail par les bienfaits que ça apporte aux gens. Parce que le travail, c'est pas toujours le revenu. Le travail, ça peut aussi dire, bon, voilà, j'ai fait. Ça participe à l'épanouissement, en quelque sorte. Bien entendu, des individus, et puis des gens économiques, etc. Donc, le travail, c'est pas seulement au niveau du revenu. Donc, faut pas voir le travail rien que dans la sphère marchande. On peut aussi voir le travail dans la sphère morale. Et c'est l'aspect, effectivement, de toutes ces questions-là, qui s'entrecroisent, qui se mêlent, et qui donne un peu ce piment de lecture, effectivement, qu'on découvre dans ce livre. Evie Akam, merci d'être passé. En début du mois de mars, on va parler de la norme gynécologique. Ce sera exactement le 1er mars. Tout à fait. Moi, j'ai pensé que pour fêter un peu le 8 mars, il fallait parler un peu de la femme. Vous savez, les femmes mènent des combats souvent un peu bizarres chez nous. Alors, moi, je trouve que on peut, à partir de l'allaitement, la grossesse et l'allaitement, parce que ce livre traite de ces problèmes-là, trouver des moyens, effectivement, d'avoir des soins gratuits. Et voilà un combat, par exemple, pour les femmes qui sont en gestation, là, de trouver des moyens, effectivement, de faire plier l'État sur des problèmes de l'allaitement et de la grossesse. Alors, il va falloir attendre la semaine prochaine pour développer davantage. Et au moment où le grand point littéraire se referme, mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté. Mise en onde de Romuald Lekoumé, ainsi qu'au cadrage vidéo, coordination éditoriale Jean-Patient Tsala, coordination centrale, Carole Prudence, Tientieux. Supervision générale, le pasteur Bissaï Emmanuel Noël, présentation Jean-Jacques Foucault. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, à la même heure, même fréquence. Je vous laisse pas seul, les bois et la mer, Mikado est déjà installé pour la grande veillée. Bonbon et piment. Bonsoir et bois et la mer. Allez, merci beaucoup Jean-Jacques. Bonsoir.